Merci beaucoup, je suis très heureux d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation à présenter les travaux qu'on conduit depuis quelques années avec ma collègue Charlotte Lécureuil, qui est ici présente, et qui vise à étudier les effets des expositions non intentionnelles à des pesticides sur des comportements pour lesquels on n'a pas spécialement l'habitude de travailler chez les insectes, et en l'occurrence les soins parentaux. Donc c'est des travaux qui sont menés à l'IRBI, donc l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte, qui est une UMR entre le CNRS et l'Université de Tours. Donc le contexte général, évidemment, vous le connaissez tous très bien. On a une augmentation exponentielle en fait, de l'usage des pesticides et des produits phytosanitaires au niveau mondial sur les 50 dernières années. Et au-delà des effets directs de l'exposition à ces pesticides et aux doses utilisées dans les zones traitées, on se met à réaliser de plus en plus que en fait, l'épandage de ces pesticides est lié à la dispersion, encore une fois non intentionnelle, de doses très fines et de concentration très faible à différents niveaux de l'environnement, que ce soit les parcelles traitées, mais les parcelles autour, voire le reste de l'environnement. Et ces expositions amènent à des effets souvent sublétaux qui sont de 4 ordres, enfin qui ont 4 types d'impact. D'abord, ça va jouer sur la résistance, notamment des insectes et des organismes cibles qui vont potentiellement évoluer des résistances et donc être moins sensibles à l'usage des produits qui vont être mis en place. On va avoir des effets sur la santé, à la fois la santé des organismes non cibles, qu'ils soient végétaux, animaux, évidemment les humains qui se baladent autour, et puis la santé dans son ensemble, évidemment. On va avoir un impact sur la biodiversité, et tout ça va, in fine, avoir un impact économique majeur qui va se retrouver à la fois sur le court terme et sur le long terme. Et donc ces effets sublétaux ont pendant très longtemps été étudiés sur 3 ordres. D'abord la survie, est-ce que ça tue, est-ce qu'ils sont bien sublétaux ou pas? Ensuite, est-ce qu'ils induisent des changements physiologiques? Et puis, est-ce qu'ils peuvent impliquer la reproduction et donc avoir des effets à long terme sur cette reproduction? Et depuis quelques années, on se rend compte que finalement, il y a un autre élément qui peut être assez intéressant, et c'est l'étude de ces effets sublétaux sur le comportement et l'expression de ces comportements. Et ça, c'est particulièrement important, puisque évidemment, le comportement va jouer directement sur la valeur reproductive des individus. Ensuite, elle va jouer sur la dynamique de la population, des individus et des espèces qui vont être testées. Et puis, ce comportement peut aussi être utilisé comme un biomarqueur qui va être à la fois très rapide et très efficace pour déterminer la qualité de l'environnement, ou en tout cas la présence ou pas de ces pollutions dans l'environnement. Et lorsqu'on parle de comportement, il y a une grande catégorie de comportements qui sont en général très peu étudiés, ce sont les comportements sociaux et notamment les soins parentaux. Alors les soins parentaux, c'est un phénomène extrêmement commun dans la nature, on le retrouve chez à peu près tous les types d'animaux, ça va des mammifères aux amphibiens, aux poissons, en passant par les araignées et les insectes. Et souvent, on va avoir 1 ou 2 parents qui s'en occupent, et puis ces soins parentaux ont souvent une très grande importance pour la survie et le développement des juvéniles. Et donc forcément, si on imagine qu'une exposition sublétale à des produits phytosanitaires va se mettre en place dans le cadre de la vie de famille, on va avoir un risque de répartition, de distribution de ces produits chimiques à l'ensemble des membres de la famille, donc potentiellement une accélération de la contamination du groupe. Et puis évidemment, ces soins parentaux sont souvent cruciaux, comme je l'ai dit, pour le développement des juvéniles, et donc on va avoir une altération d'un comportement ou d'un élément qui va être essentiel pour le développement à court terme et à long terme des générations futures. Et donc c'est exactement dans ce contexte-là que nous travaillons depuis quelques années, en essayant de déterminer l'effet sublétal de l'exposition à différents types de pesticides sur les soins maternels, et puis le résultat de ces expositions-là, à la fois sur le court et sur le long terme. Alors pour ça, on travaille sur le forficule européen, le perce-oreille européen, qui est un insecte que vous connaissez tous, mais je vais vous apprendre des choses dessus. Ce qui est intéressant chez cet insecte, c'est que d'abord, on le retrouve absolument partout. Il est originaire d'Europe, comme son nom l'indique, mais aujourd'hui, il a envahi à peu près tous les milieux. On le retrouve en Amérique du Nord, en Australie, etc. Et c'est un élément important parce qu'on le retrouve aussi énormément dans les vergers, que ce soit les vergers de pommes, poires, abricots et pêches, où il va jouer 2 rôles particuliers. Le premier, c'est qu'il va être un contrôle des
test, un contrôle par exemple, puisqu'il va être extrêmement agressif contre les pucerons, contre les chenilles, donc on va vouloir le maintenir dans certains types de vergers. Et puis dans d'autres types de vergers, ça va être considéré comme une peste en tant que telle, puisqu'il va abîmer les fruits, manger les fruits et donc avoir des effets énormes sur les récoltes. C'est notamment le cas dans les récoltes de pêche et d'abricots. Il peut être à l'origine de 80% des pertes d'une récolte sur une parcelle. Mais l'élément qui est peut-être le plus nouveau pour vous aujourd'hui, c'est que le perce-oreille a une vie de famille. Et en l'occurrence, on a des mères qui vont s'occuper d'abord de leurs œufs pendant une quarantaine de jours. Ces soins aux œufs sont obligatoires. Donc si on enlève la mère ou s'il se passe quelque chose avec la mère pendant cette période-là, les œufs ne vont pas éclore. Et puis une fois que les œufs ont éclos, la mère va rester avec les petits, ce qui est assez rare chez les insectes. Et on va avoir vraiment une vie de famille qui va durer plusieurs semaines, dans laquelle la mère va s'occuper à la fois des petits en les protégeant contre les prédateurs, leur apportant de la nourriture, les nettoyer, etc., etc. Et ces soins aux juvéniles, eux, par contre, sont facultatifs, c'est-à-dire que si on enlève la mère ou quelque chose se passe sur la mère, les petits peuvent tout à fait, en conditions standards, se développer et grandir comme tout va bien. Donc là, je vais vous présenter les résultats. On a décidé pour cette présentation de se focaliser sur une molécule, en l'occurrence la deltamétrine, qui est un pyréthroïde qui agit en général sur le système nerveux des insectes et qui est en fait une molécule qui est extrêmement utilisée au niveau mondial pour différents types de pestes, à la fois contre les pucerons, les moustiques, les blattes, les tiques, etc., etc. Et qui est notamment utilisée en France dans les vergers lorsqu'on veut se débarrasser des forficules, lorsqu'ils posent problème, ou de manière générale lorsqu'on veut se débarrasser d'autres types d'insectes. Donc la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce que l'exposition des mères à des doses sublétales de deltamétrine vont influencer ce comportement majeur qui est celui de soins aux œufs. Donc comment ça se passe en laboratoire? On a un procédé assez simple mais qui mime les expositions naturelles qu'on peut avoir dans les vergers, c'est-à-dire on va exposer de la deltamétrine, des solutions de deltamétrine dans des boîtes de pétri, laisser s'évaporer le solvant, qui est en l'occurrence de l'éthanol. Et puis on va avoir des boîtes de pétri qui vont donc être recouvertes de résidus de deltamétrine sur lesquels on va poser les femelles qui vont marcher dessus pendant 4 heures. Et au bout de ces 4 heures, on va remettre les femelles avec leurs œufs. Et en conditions naturelles, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en général, l'épandage, je ne sais pas comment dire, le fait d'utiliser la deltamétrine se fait alors que les insectes sont cachés. Et une fois que les insectes vont sortir, ils vont marcher sur ces résidus de deltamétrine. Donc on est vraiment dans une situation naturelle. Et là, on a utilisé 5 doses différentes qui sont comparées aux doses normales d'application dans les vergers. À la fois, donc, on a des doses soit pas de deltamétrine, soit des doses 5 fois plus petites, 2,5 fois plus petites, 1,25 fois plus petites ou 4 fois supérieures à ce qui est donc normalement utilisé. Et à partir de ça, on a toute une batterie de tests standards de différents types de soins. Donc ici, je vous en montre 6. On a d'abord ici le pourcentage de femelles qui restent sur leurs œufs. Donc, est-ce qu'une femelle est restée sur ses œufs ou est-ce qu'elle part? En fonction de cet axe ici, qui va être les concentrations de deltamétrine qu'on a utilisées. À côté, on a le temps que les femelles vont passer à nettoyer leurs œufs avec leurs pièces buccales. À côté, on va avoir le temps que les femelles passent à déplacer leurs œufs d'un endroit à l'autre. Le temps en bas que les femelles passent à avoir des contacts antennaires avec les œufs. Ici, c'est la réponse des femelles à une agression. Donc on va mimer une agression avec un capillaire en verre et on va taper gentiment sur la femelle et on va compter le nombre de fois qu'on doit taper dessus avant qu'elle parte de ses œufs. Et on estime que si elle part immédiatement, ça va être une moins bonne mère que si elle passe plus de temps à défendre ses œufs. Évidemment, je ne fais pas d'anthropomorphisme du tout. Et au milieu, on va avoir le temps que les femelles mettent à revenir à leurs œufs une fois qu'elles sont parties. Alors, qu'est-ce que donnent nos résultats? D'abord, on a certains comportements où on voit que l'exposition à la deltamétrine n'a absolument aucun effet. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est les 3 comportements qui sont finalement le moins importants en termes de survie des œufs. Par contre, les 3 autres comportements, eux, on voit un effet de la deltamétrine. Donc ici, dans les 2 premiers du haut, ici et ici, ce qu'on observe, c'est que les femelles qui sont exposées aux doses maximales de deltamétrine, qui restent des doses sublétales, donc elles ne meurent pas à ces expositions-là, ont moins de chances de rester sur leurs œufs et passent moins de temps à nettoyer leurs œufs. Et puis on voit ici
que les femelles exposées à la deltamétrine, et là, quelle que soit la quantité de deltamétrine qui a été utilisée, vont mettre plus de temps à revenir à leurs œufs. Donc ces trois éléments, ces trois formes de soins maternels sont extrêmement importants chez le forficule, puisqu'encore une fois, je vous ai dit que si les femelles n'étaient pas avec leurs œufs, les œufs allaient rapidement mourir. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, lorsqu'on expose des femelles du forficule à des faibles doses d'un pesticide tel que la deltamétrine, on a un effet sur des comportements de soins. La deuxième question qu'on s'est posée, c'est OK, ça marche sur les œufs, est-ce que ça marche encore pendant les soins aux juvéniles? Donc on a fait exactement la même expérience. Cette fois-ci, on a utilisé moins de doses parce que c'est des expériences qui sont un peu plus compliquées à mettre en place sur cette période-là de leur cycle de vie. On expose les femelles, on les remet avec leurs petits. Et là, on fait une batterie de tests de comportement. Je vous en ai présenté que 4 qui sont assez proches de ceux que j'ai présentés avant. Donc on a le nombre de fois où il faut tapoter sur la femelle avant qu'elle parte de ses petits, le pourcentage de femelles qui restent avec leurs petits au bout de 7 jours, enfin 7 jours après l'éclosion, le pourcentage de familles dans lesquelles on a des contacts entre la mère et les petits, et puis la durée de ces interactions. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un effet de la deltamétrine assez léger sur le nombre de tapotages. Donc en l'occurrence, lorsqu'elles sont exposées à des fortes doses, elles ont tendance à fuir plus rapidement leurs petits que lorsqu'elles ne sont pas exposées à des grandes doses. Par contre, sur tous les autres comportements, je ne vous en présente que 4, mais sur tous les autres comportements, on n'a pas d'effet de la deltamétrine. Donc finalement, ce que ces résultats montrent, c'est qu'on a des effets très subtils, voire dans l'ensemble quasiment pas d'effet de la deltamétrine sur l'expression des soins maternels après l'éclosion des œufs. On en avait avant, on n'en a pas après. Un élément qu'on a regardé ensuite et qui est assez important, c'est que chez le forficule, les femelles ont la possibilité de pondre une deuxième fois avant de mourir. Et donc on a regardé si les femelles qu'on venait d'exposer à la deltamétrine produisaient une deuxième ponte et puis la qualité de cette deuxième ponte. Et donc ce qu'on a montré dans un premier temps, c'est que le pourcentage de femelles qui produisaient une deuxième ponte était de façon extrêmement surprenante plus important chez les femelles qui étaient exposées à la deltamétrine que les femelles qui n'étaient pas exposées à la deltamétrine. On a ensuite montré que le temps que les femelles mettaient à pondre une deuxième fois était plus rapide lorsqu'elles étaient exposées à la deltamétrine que non exposées à la deltamétrine, que le nombre d'œufs produits la deuxième fois était plus important lorsqu'elles étaient exposées à la deltamétrine que non exposées à la deltamétrine, et enfin que le taux d'éclosion des œufs était aussi bien meilleur lorsqu'elles étaient exposées à la deltamétrine que non exposées à la deltamétrine. Donc évidemment, j'ai présenté ces résultats face à des arboriculteurs qui étaient tous horrifiés. Et néanmoins, ce qu'on voit ici, c'est que autant on a un effet qui semble négatif sur l'expression des soins maternels au moment des œufs, pas d'effet au moment de l'expression des soins sur les juvéniles. Par contre, un effet de boost sur la reproduction après cette exposition. Donc jusqu'à maintenant, j'ai parlé que des femelles, puisque chez cette espèce, les soins maternels sont assurés, comme le nom l'indique, par les mères. Mais on s'est aussi posé la question de savoir ce qu'il en était des mâles. Et cette question, elle est assez légitime chez cette espèce parce qu'on a montré précédemment que les mâles avaient un rôle dans le niveau d'expression des soins que recevaient les petits. Ils transmettaient des choses lors de la fécondation qui faisaient que leurs petits étaient plus ou moins capables de manipuler les mères pour recevoir plus de soins. Et évidemment, lorsqu'on parle de reproduction, les mâles... En tout cas, cette espèce n'est pas parthénogénétique. Donc, a priori, les mâles ont un rôle à jouer. Donc, on a refait le même processus. On a exposé des mâles. Cette fois-ci, on a fait légèrement différemment puisqu'on a exposé les mâles 2 fois. Et une fois qu'on les a exposés, on les a mis en présence de femelles. Et puis, on a mesuré différents aspects. D'abord, on a essayé d'estimer les effets directs de l'exposition à la deltamétrine sur les mâles. On a regardé la mortalité des spermatozoïdes, la génotoxicité à l'intérieur de ces mâles, et puis on a regardé l'activité générale que les mâles avaient juste après l'exposition. Et ce qu'on a montré, c'est qu'on n'a pas d'effet de l'exposition à la deltamétrine sur la mortalité du sperme, sur la génotoxicité et sur l'activité des mâles. Ensuite, ce qu'on a regardé, c'est on a récupéré les femelles et on a regardé la reproduction des femelles avec lesquelles ces mâles s'étaient accouplés. On a regardé la date à laquelle les femelles ont produit leur ponte, le nombre d'œufs qu'elles ont produits et le nombre de nymphes, de juvéniles qui sont sortis de ces œufs. Et là encore, on n'a pas d'effet. Et on a répété cette expérience sur la deuxième génération. Donc on a pris les descendants de cette première génération, on a fait s'accoupler entre eux pour regarder si on avait un effet à long terme. Et là encore, on n'a pas d'effet. Donc on peut vraiment confirmer que pour les mâles, a priori, de ce qu'on a mesuré, en tout cas, on n'a pas vraiment d'effet de la deltamétrine.
Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure des trois grandes expériences que je vous ai montrées? Je suis désolé pour l'affichage, normalement, il ne devrait pas être comme ça. D'abord, on a une augmentation de la reproduction des femelles avec l'exposition à la deltamétrine, ce qui n'était pas spécialement ce qu'on avait attendu, notamment au regard du mode d'action de la deltamétrine qui joue sur les canaux ioniques, donc a priori pas directement sur la reproduction, mais ça nous a évidemment posé plein de questions sur le mode de régulation de la reproduction de cet insecte qui, de toute évidence, va nous apprendre des choses. La deuxième chose, c'est qu'on a vu qu'on n'avait pas d'effet sur la reproduction des mâles. Et évidemment, ça nous soulève des questions de pourquoi est-ce qu'on a cette spécificité entre les mâles et les femelles. Évidemment, on n'a pas mesuré exactement les mêmes traits, mais est-ce qu'on a des voies de régulation, encore une fois, qui sont très différentes? Et puis, on a une diminution des soins maternels, notamment sur les soins aux œufs, et pas sur les soins aux juvéniles, ce qui, là encore, soulève des questions de régulation de ces deux différents types de soins au sein du même organisme. À partir de là, la question qu'on peut se poser, c'est finalement quel est l'impact de ce qu'on a en laboratoire sur potentiellement la gestion des populations ou le devenir de ces populations au milieu naturel. Donc si je reprends les résultats qu'on a eus, et on a les deux scénarios, donc le scénario où on veut se débarrasser du perce-oreille, et puis le scénario où on veut plutôt essayer de maintenir sa population, le premier étant plutôt dans les vergers d'abricots et de pêche, le deuxième plutôt dans les vergers de pommes et de poires. Donc, dans le premier scénario où on veut s'en débarrasser, évidemment, le fait que la deltamétrine augmente la reproduction de la femelle n'est pas une bonne nouvelle, mais par contre, le fait que ça diminue les soins aux œufs, et notamment les soins qui sont essentiels pour que ces œufs éclosent, est une excellente nouvelle et nous amène à penser qu'en termes de contrôle de population, finalement, c'est plutôt une bonne chose, puisque même s'il y a plus d'œufs, les œufs n'écloront pas, puisque la femelle va moins s'en occuper. À l'inverse, lorsqu'on veut maintenir la population, bien évidemment, le fait que l'augmentation de la reproduction est plutôt une bonne chose. Par contre, le fait qu'elle ne s'en occupe pas sera vraiment un problème. Et donc, dans ce tableau-là, l'intérêt, c'est d'essayer de mettre en valeur que l'importance de regarder les effets sur les soins et sur ces comportements de soins, parce que si on ne s'était qu'intéressé à la reproduction, on aurait des prédictions complètement inverses. Or, ce qui va être important chez cet organisme, c'est vraiment les soins, l'expression de ces soins. Et donc, c'est ceux-là qu'il faut regarder plus que le nombre d'œufs qui va être produit. Donc, une fois que j'ai dit ça, on peut aussi se poser la question de dire qu'est-ce qui se passe dans la nature. Donc, quel est le retour qu'on a des agriculteurs et des arboriculteurs sur la gestion du forficule là-dedans. Évidemment, ce n'est pas la même chose que nos prédictions. D'abord, lorsqu'on veut maintenir le forficule, évidemment, on n'a pas d'effet directement, on n'a pas de retour directement, puisque les agriculteurs essayent de ne pas utiliser de pesticides lorsqu'ils veulent les maintenir. Mais par contre, ceux qui veulent s'en débarrasser se rendent compte qu'ils ont beau utiliser de la deltamétrine ou d'autres types de pesticides, le problème reste entier, voire de plus en plus important ces dernières années. Et donc ça soulève cette dichotomie entre ce qu'on observe et ce qu'on prédit, soulève des questions assez importantes. La première, c'est de savoir est-ce que finalement, de toute évidence, on a des phénomènes de résistance qui se mettent en place. Et donc, est-ce qu'on aurait des phénomènes de résistance justement à l'absence de ces soins ou à la réduction de ces soins? Est-ce qu'on va avoir, au fur et à mesure de ces expositions, des comportements qui vont être moins importants et des résistances qui vont être plus fortes aux œufs par rapport à ça? Donc là, par exemple, c'est le type de question sur lequel on travaille avec une doctorante. On a reçu un financement Ecophyto pour une demi-thèse qui a commencé la fin d'année dernière, où on va regarder avec des populations naturelles, des vergers qui sont soit bio, soit conventionnels, soit des vergers complètement abandonnés, donc qui n'ont jamais vu la couleur d'un produit phytosanitaire, et regarder si les forficules qu'on trouve dans ces différents endroits expriment de façon naturelle différents types de soins ou de résistance par rapport, où les œufs expriment des résistances différentes par rapport à ces soins. Et puis, juste une ouverture encore un peu plus forte, c'est que si effectivement on a ces phénomènes de résistance, on peut se poser la question de l'importance de l'usage de ces produits phytosanitaires sur l'évolution de grands traits d'histoire de vie, comme celui des soins parentaux. Alors évidemment, ce qui va m'intéresser moi, ça va être sur le forficule, mais on peut l'ouvrir à tout un tas d'autres types d'insectes ou d'organismes et de voir comment est-ce que ces impacts qu'ils vont avoir et comment est-ce que les insectes justement peuvent être des bons indicateurs pour déterminer les parcours évolutifs et notamment de ces comportements essentiels. Et avec ça, je vais m'arrêter là en remerciant tous les collaborateurs qui ont été impliqués de près ou de loin dans les résultats que je vous ai montrés, les sources de financement. Et voilà, et nous sommes prêts à avoir des questions, à répondre à vos questions si vous en avez.